Juste avant de passer la parole à Anne-Henri Werner, je voudrais en profiter pour saluer sa prédécesseure, avec qui on a beaucoup travaillé, Marie Navel, qui est comment dire, à l'origine de Fil à Flamme dans la région de Philadelphie, et puis de la fédération Flamme, qui a fait un très très gros travail de sensibilisation et de lobbying, je dirais, auprès notamment de la DGM et de la l'AEFE, et on lui doit vraiment beaucoup. Marine, je ne sais pas si tu nous suis, mais en tout cas, sois remerciée de tout le travail que tu as fait. Et donc, Anne, si vous voulez nous présenter un peu la fédération, donc qui a pour vocation de regrouper toutes les associations flammes à travers le monde. Il y a d'autres fédérations qui sont plus régionales aujourd'hui. Et donc, Flamme Monde, comme son nom l'indique, vous êtes au niveau planétaire. Donc, voilà, si vous pouvez nous décrire un petit peu la genèse de cette fédération mondiale et ses objectifs, les services qu'elle compte rendre à ses membres. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien déjà? Test micro? D'accord. Tout d'abord, merci. Merci de cette invitation, merci de cette initiative et surtout, merci d'intégrer Flamme dans cette thématique des alternatives à l'enseignement français, donc hors réseau homologué. Et donc, avant de parler de la fédération en tant que telle, je voulais souligner certaines choses qui ont été dites tout à l'heure, mais qu'on peut peut-être un petit peu plus spécifier. Les Flammes sont convaincus d'avoir leur place dans cet enseignement français étranger en raison de plusieurs spécificités. D'abord, nous nous adressons uniquement à des enfants qui ont pour particularité d'être français. Ils ont au moins un parent français ou francophone, évidemment, puisque nous sommes également ouverts à d'autres pays de la francophonie, ce qui fait également la richesse des associations. Or, la plupart de ces enfants français, Madame la sénatrice, vous l'avez souligné tout à l'heure, n'ont pas accès à un enseignement de cette langue maternelle. Donc, ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, c'est que par rapport aux autres modèles qui sont présentés aujourd'hui, Flamme, c'est un enseignement hors scolarité, mais c'est un enseignement quand même. On tient à cette dénomination. Mais cela veut dire qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme en termes de cursus, et qu'il y a donc une immense liberté d'action et donc une très très grande créativité et diversité qui fait la richesse des associations Flammes. Et la troisième spécificité, ça a également été mentionné, c'est que c'est un cadre associatif, très souvent sur des initiatives parentales, ce qui signifie également beaucoup de bénévolat, beaucoup d'implications personnelles. Pour illustrer cette introduction, si vous me permettez, je peux vous présenter mon cas, qui est un cas tout à fait classique. Moi, je suis en Allemagne depuis 38 ans, couple franco-allemand, des enfants qui sont maintenant adultes, mais qui étaient dans le système scolaire allemand, donc totalement concernés par cette problématique de pratiquer la langue française en dehors du cadre familial et pratiquer la langue française tout court, parce que des enfants qui ne pratiquent la langue française que dans le cadre familial, ils finissent un petit peu par la laisser tomber. J'ai rencontré l'animation enfantine de Francfort, dont je suis maintenant responsable depuis 15 ou 16 ans, et qui est la plus ancienne flamme au monde. Elle a été créée en 1984. Donc, à l'époque, on ne parlait pas encore de flamme, puisque flamme, le dispositif en tant que tel, a été créé au début des années 2000. Mais c'est un groupe de parents. Voilà, on est resté dans ce modèle, hein, finalement, ça n'a pas changé. C'est un groupe de parents qui se sont rendus compte que leurs enfants ne parlaient plus français et qui ont eu l'idée de créer ces groupes en dehors de l'école et en dehors de la famille. Donc, nous, on a continué pendant, enfin, pas moi, hein, à l'époque, j'y étais pas encore, depuis 40 ans, à proposer aux enfants de la région un enseignement, une pédagogie qui est fondée donc, sur l'apprentissage, l'amélioration en continu de la pratique de cette langue française dans un cadre hors familial et hors scolaire, avec tous les, comme je disais tout à l'heure, sans cursus particulier, donc en utilisant tous les supports
qui peuvent exister, en s'adaptant aux besoins des enfants, à leur âge aussi. Et d'ailleurs, ça nous a amené, il y a une dizaine d'années, à innover, à créer un groupe radio pour garder des enfants un petit peu plus longtemps, donc en disant des adolescents, parce qu'en général, on les perd à la fin de la période de l'école primaire. Et une spécificité aussi, et qui est importante, parce qu'on a parlé tout à l'heure des financements, nous accentuons le travail aussi et notre méthode sur le bien-être et la bienveillance, car, et ça je pense que ce n'est pas que chez nous, c'est presque dans toutes les flammes, il y a d'énormes différences de niveau dans une même tranche d'âge. C'est-à-dire que dans un groupe, je ne sais pas, d'enfants de 6 à 8 ans, on va avoir des enfants qui vont avoir un très bon niveau de français et qui ne sont pas assez exposés à la maison au français vont avoir un niveau beaucoup plus faible, et ce ne sera pas forcément les plus âgés qui seront les meilleurs. Donc, voilà. Et il faut quand même que chaque enfant se sente accompagné, se sente accepté et ait envie de progresser. Et nous avons, par exemple, choisi depuis très longtemps d'avoir 2 intervenants par groupe. Alors, sur des enfants, vous pouvez vous imaginer, sur des groupes de 10, 12 enfants, 2 intervenants, c'est très coûteux. Et en même temps, notre objectif est d'être financièrement accessible à tous et à toutes les bourses. Ici, à Francfort, nous avons un lycée français, mais il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, c'est un exercice délicat d'équilibre financier et qui est évidemment possible grâce au bénévolat. Donc, voilà, je crois que ça, on n'insistera jamais assez sur cette notion et qui est commune à beaucoup de flammes. Donc, pour arriver maintenant à la jeunesse de Flamme Monde, ça a été donc indiqué tout à l'heure, le dispositif Flamme, qui est un dispositif de subventionnement, a été créé donc, au début des années 2020. Et donc, les associations, par contre, agissent en totale indépendance les unes des autres. Et comme cela a également été mentionné, il y a des régions comme les États-Unis et le Royaume-Uni qui se sont fédérées. Mais dans le reste du monde, il n'y avait aucune interaction au niveau mondial, donc même au niveau des pays d'ailleurs, jusqu'en 2020. Donc, une époque encore assez récente, 2020, crise Covid, beaucoup de flammes très, très impactées, certaines obligées de fermer provisoirement, peut-être même définitivement, des flammes très isolées, certaines qui ont réussi à rebondir, à improviser des classes en ligne, etc., mais en isolement. Et là, donc, M. Normand, vous l'avez mentionné tout à l'heure et je le rementionne aussi, c'est donc Marine Havel qui a pris l'initiative de nous réunir, de contacter quelques responsables flammes, comme moi, comme Stéphanie aussi d'ailleurs, et tout simplement d'une manière informelle de dire, et si on commençait à se parler et à échanger, voir quelles sont nos difficultés. Et ces échanges ont pris un cours très intense, très, très rapidement. On a vraiment vu que ça correspondait à un besoin. Donc, on a élargi le cercle. On a eu donc des rencontres en visio. C'était l'époque où, de toute façon, tout le monde était beaucoup en visio pour donc échanger avec le plus de flammes possible pour voir comment chacun travaillait, nos spécificités. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de points communs. On s'est mis très rapidement à parler de Flamme Monde sans qu'il y ait d'organisation derrière. On disait simplement Flamme Monde, c'était une initiative. Hein. On a créé des groupes WhatsApp, on a organisé des colloques en ligne, on a commencé donc ce dialogue un peu plus intense avec les partenaires institutionnels, donc avec la EFE, avec le ministère, pour faire un peu remonter les besoins et les difficultés. Donc, il y avait une dynamique qui s'est engagée. Et donc, au fil du temps, donc là, je disais, c'était 2020, donc 2020-2021, on a vu émerger la nécessité de se structurer. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée de créer cette fédération mondiale qui a été créée officiellement en octobre 2021. Donc, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Et la première présidente, donc ma prédécesseur à ce poste, c'était effectivement Marine Havel. Donc, la première année de l'existence de l'association, donc c'est une association de loi 1901, hein, tout simplement. Donc, courant 2022, nous avons continué à
oui, continuer les activités que nous avions commencé à engager. Enfin, on a vite constaté nos limites de gérer et de faire vivre une fédération juste avec une petite poignée de bénévoles qui sont en plus eux-mêmes déjà responsables d'une association flamme locale et bien souvent aussi qui ont des activités professionnelles. Donc, on s'est aperçu que sans financement, on n'allait pas aller très, très loin. Et c'est là que le dialogue s'est intensifié, ça a été aussi évoqué tout à l'heure avec l'AEFE et surtout avec le ministère, et que donc dans le cadre donc, de l'augmentation du budget consacré aux flammes, il y a eu en 2022 une subvention pour lancer cette fédération. Donc voilà, on a commencé à pouvoir véritablement travailler d'une manière un petit peu plus organisée. Nous avons commencé déjà par recruter des prestataires de services. Donc là, on était encore en une petite équipe du conseil d'administration de 4-5 personnes qui faisaient cela un petit peu donc, à côté de tout le reste. Juste pour vous donner un ordre d'idée quand même de ce qu'il a fallu faire, notre annonce que nous avions lancée sur LinkedIn pour recruter des prestataires de services, nous avons quand même eu 150 candidatures qu'il a quand même fallu traiter. Et plus faire passer des entretiens, etc. C'est bien que nous avons pu signer des contrats avec nos prestataires début décembre 2022 et commencer véritablement le travail en 2022. Donc, ces prestataires, nous en avons 6. D'ailleurs, Stéphanie fait partie, la semaine passée, du côté des prestataires et notre chargée de mission en coordination. Donc, nous avons nous travaillons avec 3 pôles trois binômes, des pôles donc, de chargés de mission, 2 en coordination administration, 2 en communication et stratégie partenariat et 2 personnes en pédagogie. Nous avons tenu notre AG, notre Assemblée générale fin janvier 2023, donc c'était plus ou moins la première véritable AG de la fédération. Il y a eu un renouvellement du conseil d'administration avec heureusement quelques personnes, dont Claudie Hariri, qui est également panéliste et qui est depuis le départ dans cette aventure, qui est également restée dans le conseil d'administration. Quelques nouvelles personnes et donc une nouvelle présidence puisque Marine n'a pas voulu continuer. Donc, j'ai repris le flambeau pour mettre en œuvre finalement ce que nous avions décidé tous ensemble ces 2 dernières années, ce que nous avions défini. Donc, ceci posé, notre mission, ce que nous avons défini pour mission pour le moment, c'est promouvoir l'expertise flamme, lui donner de la visibilité. Et ce point visibilité, j'y reviendrai un peu plus en détail plus tard. Et donc, la Fédération Flammonde souhaite aider toutes les associations flammes à sortir de l'isolement, à échanger, s'entraider, créer des synergies, se développer aussi, renforcer leur savoir-faire, se former. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin. On a un peu tendance des fois à rester un petit peu toujours dans les mêmes schémas, mais donc s'ouvrir sur d'autres méthodes. Évidemment, se faire connaître auprès du grand public, des institutions, d'éventuels partenaires, chercher des partenariats. Un point important, c'est également faire remonter les difficultés, prendre en compte les préoccupations, les besoins. Et là, nous découvrons beaucoup de choses, en fait. Faire entendre leur voix au niveau institutionnel. Et dernier point, tout simplement, se créer, c'est-à-dire aider à la création de nouvelles flammes en leur faisant partager nos expériences, en leur faisant partager également nos ressources. Et puis, il y a par exemple un domaine qui est très, très important pour les flammes et qui est également une cause de beaucoup de travail et de beaucoup de découragement par moment, c'est monter des dossiers de subvention. Donc, c'est 1 fois par an. Madame Trek m'a parlé tout à l'heure. Le montage des dossiers de demande de subvention, c'est du travail. Et là, donc, on apporte également un accompagnement. Donc, pour résumer, on en est là maintenant à 6 mois de travail, 6 mois de recul, de travail opérationnel. Tout ça donc, qui a été mis en place avec une équipe de
de 12 personnes, 6 personnes du CA, 6 personnes de chargés de mission, une équipe qui ne se connaissait pas, une équipe qui s'est mise à travailler sans qu'il y ait aucune organisation de base, hein, et uniquement en virtuel. Donc, un gros défi. Il faut tout faire en même temps, hein, se structurer, mettre en place l'organisation, les missions, les interactions entre les prestataires, avec le bureau, avec les flammes et les options opérationnelles qui relèvent donc de notre mission. Donc, en 6 mois, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous avons lancé une campagne d'adhésion, hein, qui est encore en cours, évidemment, puisque c'est quand même important, c'est le nerf de la guerre, hein, pour une association d'avoir des associations adhérentes. Nous avons mis en place une infolettre mensuelle qui est envoyée aux flammes, mais également à d'autres personnes intéressées, notamment les élus des Français de l'étranger qui la reçoivent aussi. Il y a eu également un site internet qui a été créé en l'espace de 3 mois, que vous pouvez retrouver, c'est donc flammemonde.org, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Nous sommes en train de le compléter d'une plateforme de ressources pédagogiques qui sera réservée aux adhérents et qui permettra à des nouvelles flammes, notamment, de ne pas avoir à réinventer la roue, d'aller puiser des ressources donc, qui auront été préparées par nos chargés de mission en pédagogie. Et puis, nous avons développé la communication sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, LinkedIn, une chaîne YouTube et une chaîne Instagram qui sont très régulièrement alimentées. Nous avons proposé, et nous continuons à proposer, des formations en ligne sur différents thèmes avec différents intervenants. Et également, ce que notre équipe pédagogie a appelé le Café Flamme. C'est tous les mois une rencontre virtuelle, une sorte d'échange, alors à caractère pédagogique, mais aussi simplement d'échange de bonnes pratiques entre les associations. Et nous complétons cette offre par des formations qui sont également centrées sur la gestion des flammes. Par exemple, nous avons eu une formation, enfin un webinaire sur les montages de dossiers de subvention, un webinaire comment faire sa communication, et puis ça va continuer. Il y a encore beaucoup de projets. Et encore un dernier chantier que nous avons lancé et qui est très, très important pour nous, c'est le démarrage d'une enquête que nous voulons la plus fine possible sur l'univers flamme tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien il y a de flammes et surtout ce qu'elles font. Et donc, nous avons développé avec nos chargés de mission en coordination un guide d'entretien. Et elles, donc Stéphanie et Isabelle Barthes, contactent des flammes et ont des entretiens visuels. Ce n'est pas un questionnaire qu'on remplit, on a un entretien véritable avec les flammes, une par une, pour ensuite dégager des tas d'informations qui seront utiles à tout le monde, sans doute, enfin du moins nous l'espérons, et qui permettront donc de savoir un petit peu plus ce qu'est Flamme aujourd'hui et de quoi elles ont besoin, ce qui nous permettra, nous aussi, d'adapter notre offre. En dernier point, ce que je voudrais souligner, c'est la qualité du dialogue qui s'est instauré avec l'AEFE et avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc les interlocuteurs qui sont aujourd'hui ici aussi. Nous sommes vraiment très, très régulièrement en contact et donc ça a été évoqué tout à l'heure. Nous sommes également impliqués dans l'opération de communication pour les films d'animation, à titre consultatif également pour la commission d'attribution des subventions. Dans ce projet, effectivement, de rencontre mondiale. Et de notre point de vue, ça fait du bien à tout le monde d'avoir ce lien régulier et de pouvoir faire entendre notre voix, mais également, nous, finalement, au niveau de la fédération, de pouvoir également répercuter sur des associations de qui sont sur le terrain, le nez dans le guidon, et qui comprennent peut-être pas toujours quelles sont les contraintes de l'administration aussi. Hein, donc, c'est à double sens, cette histoire. Par contre, donc, ce que je l'avais dit tout à l'heure, et ce sera pour le moment mon dernier point, c'est la visibilité.
là, nous sentons qu'il y a encore un gros effort à faire sur la visibilité. Et là, je reviens aux résultats de votre consultation que vous avez présenté au tout début et qui ne m'ont absolument pas étonnée parce que c'est ce que je constate moi aussi également depuis des années, parce que ça fait des années que je parle de Flamme. Les gens connaissent Flamme, oui. Ah oui, Flamme, oui. Mais si on rentre après dans le détail, on s'aperçoit qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Souvent, ils ont une vision d'ailleurs beaucoup plus large, beaucoup plus étendue de ce que c'est véritablement. Et par contre, sur le terrain, nous sommes souvent, et tout à coup, on se retrouve contactés par des familles qui nous disent « Oh là là, si on avait su plus tôt que vous existiez ». Voilà. Donc, il y a un besoin de visibilité et de faire savoir ce qu'est Flamme. Alors, nous sommes là pour ça, mais nous avons besoin aussi d'un peu plus d'aide. Et notamment au niveau du réseau consulaire. Les consulats sont quand même les points d'entrée des Français, hein, pour l'enregistrement au registre, pour une transcription de naissance, renouvellement des papiers d'identité, site internet, réseaux sociaux. Or, il n'y a pas beaucoup de, je vais dire publicité, enfin d'informations sur Flamme au niveau des consulats. Et en plus, les postes diplomatiques, enfin du moins au niveau des ambassades, là, en général le service culturel ou l'attaché de coopération culturelle, c'est quand même ceux qui sont officiellement responsables de l'accompagnement des Flammes lors des demandes de subventions. Et là, donc, on a des retours aussi avec des niveaux de qualité d'accompagnement qui sont très hétérogènes. Donc, de ce côté-là, il y a sans doute de la marge de manœuvre, de la marge d'amélioration. Il y a d'autres... un dernier point. Un dernier petit point alors. Juste un dernier point. Un réseau sur lequel nous comptons nous appuyer aussi, ce sont les élus des Français de l'étranger, puisque eux sont également en contact avec le terrain et que donc nous sommes en relation avec l'Assemblée des Français de l'étranger, avec la commission enseignement, et nous comptons également sur eux pour cette visibilité. Voilà, j'ai terminé. Et nous les saluons et d'ailleurs, on salue vraiment leur engagement aussi parce qu'ils évidemment vous défendent aussi à la moindre occasion, ces élus conseillers français de l'étranger. Donc, c'est important de le rappeler. Moi, j'ai une petite question étant à l'origine de la proposition de loi qui agrandit le CA de l'AEFE et particulièrement en y associant davantage de parents d'élèves du réseau EFE et également en m'étant battue. Hein. Je ne vous cache pas qu'il a fallu vraiment se battre pour faire rentrer en qualité d'experts les Flammes et les anciens élèves. Ça n'a pas été simple. Alors, évidemment, on a avancé des raisons assez, tout à fait vraisemblables, hein, à savoir la disposition juridique à proprement parler dans la composition d'un CA. Mais du coup, on a réussi à faire entendre l'impérieuse nécessité de vous faire siéger. Et à la fois, j'ai une question parce que je m'interroge, on finance aujourd'hui une fédération Flamme par de l'argent public, c'est très bien et j'en suis la première à être heureuse, 3 ETP, enfin 3 temps plein, donc c'est vraiment une très belle avancée et à ce titre, il faut remercier la DGM et les crédits que nous avons soutenus évidemment pour en arriver là. Mais ma question est, en tant que porteuse de la proposition de loi, pourquoi vous ne siégez pas en tant qu'expert au CA ? Enfin, vous ou le représentant de la DGM peuvent peut-être répondre. Oui, je ne pense pas que je sois la bonne personne pour pouvoir répondre parce que justement, nous avons une candidature. Un avis, justement. Enfin, moi, j'aimerais savoir pour le coup. Alors, oui, en fait, donc il y a depuis cette année un siège de membres pour les associations Flammes au CA de l'AEFE. Donc, comme vous le savez, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a toute l'attitude pour désigner ses membres. En fait, il y a 3 fédérations. Nous avons échangé avec toutes les fédérations. Madame Werner pourra nous le confirmer. À la suite de ces échanges, il est apparu qu'effectivement, il était pertinent que ce soit une fédération qui
qui siègent. Nous avons d'ailleurs lancé à cette occasion un dialogue avec l'ensemble des associations qui ont pu s'exprimer en fait auprès de nous en fin d'année dernière. Et il est apparu qu'en fait, compte tenu du fait que l'association flamande était relativement jeune et qu'elle était dans un processus, comme l'a dit Madame Werner à l'instant, encore d'adhésion, voilà, il a été convenu que le parapluie flamme pouvait évidemment siéger au CA, sachant que la représentation au CA se fait pour une durée de 3 ans. D'accord. Donc, il y a possibilité, évidemment, pour toutes les fédérations, à nouveau, de siéger potentiellement à tour de rôle. On est d'accord sur le principe. C'est envisageable, en fait. Donc, normalement, je n'ai pas pu terminer ma phrase. Donc, la représentation CA est de 3 ans. Et là, pour les flammes, elle est de 18 mois, ce qui, justement, laisse aussi une souplesse. Voilà. Merci. Merci, merci Lucia pour ces précisions. Mais merci Anne pour cette présentation de la jeunesse et des services et objectifs de la fédération. Je vais passer la parole pour une présentation brève de ce que se fait en Espagne, Stéphanie et David, ce que vous faites au niveau de la péninsule ibérique. Et puis ensuite, on présentera les capsules vidéo de nos associations, comment dire, nos 2 associations des États-Unis. D'ailleurs, je remercie nos amis des États-Unis, chez qui il est 6 heures de moins, enfin 6 heures de moins en tout cas par rapport à l'Europe, d'être venu tôt pour eux. Voilà, Stéphanie, je vous passe la parole. Merci infiniment. Alors, je tenterai d'être brève. En effet, je partage mon écran. L'idée de mon côté, c'est qu'effectivement, je puisse un petit peu représenter ce que nous faisons en Espagne, et puis après vous parler du regroupement sur la zone ibérique. Donc, nous avons créé donc, un programme qui s'appelle l'École du Flamme. Et donc, je vais vous présenter évidemment qui nous sommes, nos missions, visions, ainsi que nos valeurs, notre projet éducatif. Comme l'a très bien dit Madame la Présidente de Flamme Monde, il convient en fait à chaque association de créer son propre projet, puisqu'il n'y a pas de programme préétabli. Donc, à chaque équipe pédagogique, si une association a la chance en plus d'en être dotée, d'imaginer son programme adapté à son public. Nos lieux d'action et la portée du projet. Donc, notre programme, donc l'École du Flamme, et donc de l'association La France aussi, qui agit en Espagne depuis 2014, donc presque une dizaine d'années, tout simplement, au service des familles francophones et francophiles. Nous avons dans notre public des enfants qui ont entre 2 et 16 ans et qui sont déjà familiarisés avec la langue française. Donc, nous avons 2 priorités, qui est celle de l'enseignement de la langue française, et j'insiste là-dessus, dans un cadre stimulant et motivant, c'est très important, et les disciplines dites non linguistiques. Dans ces disciplines, alors, évidemment, l'objectif principal, celui sur lequel nous travaillons énormément, est de fournir, même en tant que petite association, moyenne association ou grande association, peu importe, mais c'est ce que je constate en tout cas en général quand je suis en collaboration ou en échange avec d'autres associations, d'autres collègues, c'est que notre point commun est l'envie de fournir un projet de très grande qualité pour nos familles et notre public principal, qui sont les enfants flammes. Donc, celui-ci repose principalement sur des enseignants compétents, un programme adapté, des approches pédagogiques ludiques, l'utilisation de ressources de qualité, un suivi individualisé et une atmosphère bienveillante, comme l'a dit Anne-Henri. Alors tout ça, vous imaginez, pour une petite association comme les nôtres, c'est très compliqué effectivement, mais en y passant, je ne saurais même pas vous dire combien d'heures, on finit effectivement par y arriver et donner notre meilleur pour le mettre à disposition des familles.
parmi tout ça, donc voilà, je tenais effectivement à le relever parce que pour le moment et jusqu'à maintenant, et ça je le déplore, la formation des enseignants est de notre fait, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'apparaisse la fédération flamande, il n'y avait pas beaucoup, ou presque pas d'ailleurs, je dirais, de solutions pour la formation de nos enseignants, si ce n'est, encore une fois, je dirais, la mobilisation de personnes bénévoles sur place pour apporter des ressources, partager des ressources, etc. En tout cas, nous, en Espagne, nous n'avions pas cette organisation. Donc j'ai beaucoup insisté, en tout cas au local, pour qu'on ait accès, ouverture aux formations déjà en place dans le réseau des établissements homologués, qu'on puisse participer à des échanges de formation en ce sens, et ça n'a malheureusement pas pu aboutir. Donc, nous avons maintenant la chance de nous reposer sur les formations proposées par la Fédération flamande. Un programme adapté, bien évidemment, parce que ce programme doit être adapté en milieu multiniveau. Et ça aussi, il faut le souligner, c'est aussi une difficulté puisque nous avons des enfants qui viennent d'environnements complètement différents, qui ont des besoins complètement différents, qui ont des niveaux de langue complètement différents. Et tout ça, on doit savoir le combiner, l'adapter pour qu'effectivement ça fonctionne. Et on n'a pas tous la possibilité de créer des petites classes avec des niveaux homogènes pour que ça fonctionne encore mieux. Donc, nous devons parfois faire effectivement sur de la pédagogie différenciée et nous adapter à ces situations. De l'approche ludique, évidemment, parce que nous devons, je dirais, motiver ces jeunes à venir. Comme on l'a très souvent dit, samedi matin, en extrascolaire, c'est un plus pour eux, c'est en plus de l'école, c'est en plus de tout ce qu'ils ont à faire. Et donc, il est de notre, je dirais, il relève de notre compétence de savoir rendre ce programme le plus attrayant, le plus motivant possible pour qu'ils aient envie de venir. Et enfin, les ressources de qualité, parce qu'effectivement, ces enfants et les parents d'ailleurs expriment le besoin d'un apprentissage de qualité, et que tout ceci mène justement vers, enfin en tout cas remplissent des fonctions bien identifiées. Il y a une question très intéressante dans le chat qu'a posé Magali notamment sur la possibilité d'aboutir à une certification ou à une reconnaissance, en tout cas de cet enseignement. Nos objectifs, donc évaluation, toujours évaluation et suivi, ça c'est également très important, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir fournir des éléments de réponse aux familles qui s'investissent dans nos associations. Donc il faut pouvoir suivre les enfants, faire des retours, et évidemment on a en plus, c'est une réalité, je dirais, dans notre cadre, en fait, des enfants qui ont aussi des besoins spécifiques, et nous devons nous adapter à leurs besoins. Et atmosphère bienveillante, évidemment, parce que nous devons, je dirais, créer un contexte, notamment post-pandémie, qui est tout à fait adapté aux familles, aux enfants, pensant à la convivialité, en pensant à tout ce qui est du ressort de l'associatif, parce que ça reste un milieu associatif et dans lequel on doit se sentir très bien. Alors du coup, Ubuntu, nous, en général, en Espagne, on est guidé un petit peu par ce mot « je suis parce que nous sommes », parce que c'est évidemment le milieu dans lequel nous plongeons, les enfants, la famille, les enseignants, l'association. C'est un petit peu tout ça qui crée ce monde. Dans notre vision, l'idée est effectivement d'encourager l'ouverture au plurilinguisme, favoriser les échanges interculturels et promouvoir le respect et la compréhension mutuelle. C'est ce sur quoi nous travaillons depuis presque 10 ans. Et nos valeurs principales, tous les projets que nous mettons en place ont, je dirais, cette résonance de la diversité, de l'éco-responsabilité et du partage. Moi, j'essaie d'aller vite, le plus vite possible. Parmi dans les enfants en fait qui sont admis dans notre programme Flamme, nous avons créé 5 niveaux d'apprentissage adaptés à chaque tranche d'âge, et qui ont vraiment, tout ceci s'installe dans une progression cohérente et tout à fait adaptée pour permettre un apprentissage sain et serein de nos enfants. Et pour tout ça, en fait, nous appelons ici nos enfants les héros, parce que ce sont eux
les héros de toute cette histoire, ce pourquoi nous discutons autant, nous échangeons autant et nous passons autant de temps finalement à penser, à réfléchir. Tout ça, c'est pour eux. Et moi, puisque bon, il y a eu beaucoup de remerciements, je n'oublie pas de remercier les enfants toujours pour leur apportation et pour leur participation à ce programme. Alors nous avons donc élaboré tout un programme autour de l'oral, de l'écrit et également de la motivation, car ce sont des parties extrêmement importantes pour l'apprentissage, enfin l'enseignement en tout cas de la langue française, plus en même temps intégrer ce qu'on appelle les matières l'enseignement interdisciplinaire, matières non linguistiques telles que questionner le monde, les mathématiques, l'histoire de France et engagement citoyen. Donc, on pourrait me demander, mais pourquoi dans un programme de langue, finalement, on a des mathématiques? Tout simplement parce que nos enfants, qui peut-être un jour seront amenés à travailler, à étudier, voire même avant en France, finalement, ont besoin de connaître la France, la francophonie, ont besoin de connaître je dirais, ce pourquoi ils apprennent également la langue. Et puis, plus ils grandissent, plus on a besoin de diversifier les thématiques, tout simplement. Donc, le programme de mathématiques qu'on a créé cette année fonctionne vraiment très bien et plaît énormément aux enfants. On apprend à parler la langue française autrement et sur d'autres sujets. La famille, qui effectivement est au cœur du projet sur lequel on travaille énormément. Nous avons, des parents délégués, donc ça c'est aussi très important. Ces parents délégués finalement se réunissent et tout simplement permettent un retour bien plus fluide de ce qui se fait en classe, des répercussions à la maison, de ce qu'ils aimeraient voir en classe, de ce qu'ils ont envie, comment ils ont envie de participer, comment ils peuvent nous aider également. Et nous sommes très heureux d'avoir intégré cette figure du parent délégué. Ensuite, nous avons instauré un protocole d'accueil qui ressemble finalement à un PAP pour permettre aux enfants à besoins spécifiques d'être accueillis dans le programme Flamme qui suppose un suivi avec les familles. On en parle régulièrement, on voit comment les choses évoluent, que peut-on mettre en place pour accueillir encore mieux les enfants. On échange, on discute et ça fonctionne également très bien. Et enfin, le rendez-vous pédagogique qui permet d'être en relation directe avec les familles, même si on se croise forcément toutes les semaines, puisqu'ils viennent une fois par semaine à l'association, mais en tout cas, c'est un rendez-vous en plus qui est fait avec Marie, notre responsable pédagogique, et sur lesquels finalement ils vont discuter des difficultés, de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut faire pour chaque enfant. Donc, c'est une attention individualisée. Et tout ceci, comme vous pouvez le constater, également prend énormément de temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Ici, à Madrid, enfin, en tout cas Madrid, la France aussi, et le programme L'École du Flamme agit dans le centre-ville. Nous nous trouvons actuellement au centre-ville de Madrid, mais nous avons également ouvert une antenne dans le nord, à l'ouest, à l'est, à Lisbonne, et un service en ligne que nous avons gardé depuis le confinement pour permettre notamment à des familles tout simplement qui n'ont pas de flamme à disposition sur la péninsule ibérique d'être quand même en lien, en relation avec un programme Flamme. Et finalement, nous avons besoin de soutien par rapport à ça. Ça, c'était une de mes premières préoccupations, c'est que monter tout un tas d'associations, ce n'est pas la solution, c'est d'être accompagné parce qu'une association a besoin de grandir pour répondre à des caractéristiques qui peuvent être éventuellement locales. Ici, à Madrid, on a de plus en plus de difficultés à accéder au centre-ville, on a de plus en plus de difficultés à pouvoir éventuellement dégager du temps pour traverser 3 ou 4 villes pour accéder à une formation en français. Et il nous semblait tout à fait normal d'être dans une logique de proximité des familles, car c'est un service pour les familles. Donc, nous rapprocher d'elles nous semblait tout à fait normal et nous avions besoin d'être accompagnés sur un sujet aussi important que celui-ci. Compte tenu maintenant d'augmentations éventuellement de l'essence, de la vie, etc., c'est un sujet sur lequel les familles sont particulièrement reconnaissantes.
Donc, nous faisons partie du regroupement, même si j'avoue que je déplore qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que les regroupements aussi méritent en fait tout simplement d'être nommés, ou en tout cas d'être accompagnés. Le regroupement Zone Europe Ibérique, nous sommes 6 associations qui travaillent entre l'Espagne et le Portugal. On se réunit tous les ans, on échange, on se forme, on fait énormément de choses ensemble. Et nous avons décidé tout simplement de ne pas nous constituer en tant que fédération parce que d'abord, on a été fauchés par le Covid parce que notre premier rassemblement était en février 2020, me semble-t-il. Donc, un mois après, on était confinés en Espagne. Et puis, et après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément jugé utile, en tout cas, de se fédérer pour l'instant, puisqu'on fonctionne très bien en regroupement et que je trouve quand même que ceci est important, car quelque part, ça permet aussi de pouvoir être dans une proximité entre nous et de discuter de points éventuellement que nous avons en commun parce que nous vivons dans le même pays ou que nous vivons sur la même zone régionale. Nous avons décidé notamment, et je finirai là-dessus, de travailler beaucoup plus sur des sujets importants, qui est la convivialité. J'estime personnellement que c'est éventuellement quelque chose qui s'est perdu peut-être après le confinement, et nous avons besoin de redonner une place aux familles, aux parents et aux enfants au sein de l'association. Donc, il est absolument important que nous puissions travailler sur ces sujets-là, se vivre ensemble, l'accessibilité, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à rendre ce programme Flamme accessible à un maximum de familles. Et pour ça, on a mis en place tout un plan marketing. On a intégré de nouvelles manières de travailler, en fait, pour grandir et permettre à des familles qui sont encore plus loin d'accéder aux flammes, les outils, parce qu'une association qui grandit, c'est une association qui a besoin de plus en plus d'outils, malgré soit une absence, soit une disparition, soit une diminution, en tout cas, des subventions. Notamment, je pense à l'intégration d'un outil de gestion pour gérer une association, gérer les inscriptions, gérer la communication aux parents, gérer le droit à l'image, gérer tout un tas de choses, en fait, que cela suppose. Tout à fait sincèrement, ici, on a dépassé de loin la gestion d'une école primaire en zone rurale. Donc, c'est vraiment énormément de boulot. L'intégration des moins de 3 ans, parce qu'elle est importante, de quand même si nous savons qu'ils ne font pas partie de la subvention pris en compte, en tout cas dans la subvention Flamme, mais ils sont extrêmement importants parce que finalement, tout commence par eux et on a tous vérifié que plus ils commençaient l'enseignement, où ils étaient en tout cas en étroite relation avec la langue française, mieux le projet Femmes est en capacité de fonctionner. Les adolescents, c'est une véritable problématique. Nous perdons nos adolescents et nous avons besoin de penser comment maintenir nos adolescents dans ce processus de la langue, mais pas seulement pour la langue française, parce que souvent, éventuellement, les parents vont dire non, nous, c'est bon, on parle à la maison. Non, c'est vraiment toutes les valeurs qu'il y a derrière. C'est la culture, c'est la transmission de ce savoir qui est important. Et là-dessus, nous avons créé vraiment un projet très large pour permettre aux adolescents et faire en sorte qu'ils restent fédérés à un projet comme celui-ci. Et enfin, la formation. Parce que pour répondre à tout ça, nous devons être effectivement une équipe soudée et extrêmement formée pour être à la hauteur de l'exigence des familles, exigence tout à fait légitime. Et voilà, je vous remercie. J'ai essayé le plus court possible. Pardon. Merci Stéphanie. Et moi, j'ai une petite question à vous poser. Peut-être qu'on va repartager à nouveau l'écran. Lorsque vous avez organisé ce regroupement, et on va profiter aussi du fait que l'Agence d'enseignement français à l'étranger soit présente aujourd'hui, à la fois pour saluer cette initiative qui, vous vous souvenez, était d'avoir été accueillie au sein du lycée français de Barcelone. Et je trouve que c'était non seulement une très bonne chose, mais à la fois, c'est à certainement développer à travers notre réseau, de ne pas se voir en concurrent, mais vraiment, je le redis, en complément. Malheureusement, il y a encore des zones, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je me suis rendue aux États-Unis, où il y a une forme de résistance
à passer le cap de cette unité, je dirais. En fait, les parents ont besoin de voir que la France leur parle d'une manière, j'ai envie de dire, beaucoup plus fluide à travers les locaux qui sont aussi ceux, quelque part, qui appartiennent plus ou moins à l'État français, mais du moins qui sont subventionnés à travers nos lycées français. Et dès lors où je pense nous pouvons le rendre possible, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'ouvrir des établissements un samedi, ça engendre des frais, mais je pense que dès lors où c'est possible, c'est à promouvoir. J'aimerais votre avis. Bon, et aussi le dire parce que lorsque je suis allée aux États-Unis, on m'a dit que les Allemands faisaient beaucoup cela, et quelque part en mettant aussi un peu en situation de questionnement, et en me disant mais pourquoi la France n'est-elle pas capable de faire ça? Voilà. Enfin, ce n'est pas qu'elle ne soit pas capable, je le redis, je sais que ça se fait, et quand ça se fait bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le promouvoir davantage, de votre point de vue en tout cas? Et est-ce que ça vous aiderait? Ah pardon, on change les micros, ils sont dans la même pièce. Très bien. Alors, c'est vrai qu'effectivement, ça reste encore une relation compliquée que je déplore, et c'est vrai que nous, les associations Flammes, nous faisons beaucoup, on va dire, pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, que ce soit pour nous présenter aux différentes institutions, essayer de travailler avec les écoles, essayer d'obtenir ne serait-ce qu'une place pour éventuellement faire en sorte qu'on puisse, un samedi matin ou en semaine, éventuellement avoir des ateliers ou des classes Flammes. Et ça reste encore compliqué. Et c'est vrai que je crois que c'est je ne sais pas si c'est une spécificité espagnole, mais en tout cas, nous, on a cette chance, en Espagne et au Portugal d'ailleurs, d'avoir une excellente relation avec le lycée français, d'être très bien accueillis. Nous, ça fait 5 ans qu'on travaille avec le lycée Molière, par exemple, qui est à côté de Madrid. Quand nous faisons nos regroupements, nous sommes très facilement accueillis dans les lycées français. Je participe à un débat citoyen la semaine prochaine. J'y emmène 10 élèves, label France Éducation, 5 Flammes, 10 du lycée français. Donc vraiment, mais tout ça, je pense que c'est aussi finalement l'initiative de personnes qui insistent et qui éventuellement, quand on ferme des portes, passe par la fenêtre. Mais c'est vrai que ça devrait être effectivement quelque chose de bien plus généralisé, bien plus admissible et accepté, en fait. Alors, merci pour cette explication. Et du coup, ça nous offre une transition assez facile, justement, vers Madame Simpson, qui représente aujourd'hui aussi l'association, enfin la fédération, pardon, Flammes Parapluie, et qu'il nous semble aussi très important d'entendre. Et peut-être, justement, en tant qu'experte désormais au CA de l'agence, peut-être imaginer, dans le cadre de ce conseil d'administration, de voir comment on pourrait peut-être mettre en place une forme d'accord entre les fédérations, justement, et puis l'Agence d'enseignement français à l'étranger, où dès lors où cela est possible, il y ait une forme d'automaticité quelque part dans cette facilité à mettre, si c'est possible, des locaux à disposition, dès lors où ça ne dérange pas les cours, évidemment, du lycée en question. Voilà, je vous offre désormais, Madame, la parole. C'est très aimable à vous. Je ne Pardon, pas. Je ne vous entends pas. Ah. Alors, moi, j'ai mon micro ouvert. Il faut remettre ton son, Samantha, peut-être. Voilà. Allez-y, Madame Simpson, on vous entend très bien. Voilà, mon micro était ouvert. Vous m'entendez? Très bien, allez-y, Madame Simpson. Oui, alors bonjour, je profite de cette occasion pour saluer tous les intervenants que je suis ravie de revoir pour certains et de rencontrer pour d'autres. Oui, nous avons été vraiment privilégiés par ce choix de l'AEFE de nous nommer comme premier intervenant au CA de l'AEFE. C'est un poste d'observation délibératoire sans vote, bien sûr. Ceci dit, ça peut accroître la visibilité de toutes les flammes du monde entier, pas seulement du parapluie flamme, et j'ai bien l'intention de continuer les conversations avec d'autres fédérations, bien sûr. Je suis déjà rentrée en contact avec Anne. Bonjour Anne. Voilà, donc nous ferons remonter une information commune, cela va sans dire. Ceci dit,
en projet, j'en ai déjà parlé à Madame Drake, j'avais pensé ouvrir une page emploi sur le site de l'AEFE qui pourrait être renvoyé vers le site des associations Flammes pour permettre le recrutement un petit peu partout dans le monde et puis aussi donner de la visibilité auprès du personnel détaché dans les établissements homologués lorsqu'il y a des flammes à proximité. Nous avons des difficultés, en particulier au Royaume-Uni, avec cette histoire de Brexit qui ne nous permet plus de recruter. Et je pensais non seulement, après avoir contacté les membres du Parlement au Royaume-Uni, demander auprès des personnes compétentes de pouvoir élargir les visas du personnel détaché en établissement homologué, justement, d'offrir une option pour qu'ils puissent travailler dans les flammes le samedi matin, une option facultative, bien sûr, sans obligation. Je suis associée aux flammes moi-même depuis 1990. J'ai déjà accueilli des enseignants qualifiés du lycée français, des écoles primaires homologuées locales dans ma petite école, pas si petite puisqu'il y avait plus de 300 élèves déjà, mais ce personnel profitait de l'occasion également pour faire un travail tout à fait différent, avec plaisir, je vais dire, et sans contrainte aucune. Et ça s'est toujours très, très bien passé. Donc, c'est aussi une option à envisager. Une autre idée que j'avais également, c'était, suite à la campagne de Madame Colonna, d'ouvrir peut-être un partenariat avec les locaux, puisqu'on parlait de locaux, des petites écoles flammes, peut-être avec une option d'enseignement français, en plus de la scolarité locale, par exemple en école anglaise ou britannique la semaine, en soirée, pour obtenir peut-être une certification similaire à celle qui est offerte par le CNED. Ancienne élève d'une CNTE, c'est vrai que j'avais aussi à cœur de pouvoir offrir à mes enfants une certaine scolarité, un certain enseignement du français. Voilà, donc ce sont des idées qui vont partir un petit peu, voilà, être présentées à qui voudra les entendre et les développer, si jamais on peut faire quelque chose ensemble dans ce sens, pour permettre justement à ce que des communautés françaises et francophones puissent avoir accès à un enseignement du français, de l'enseignement français dans les localités où il n'existe aucune école homologuée actuellement. Donc, se servir des locaux des flammes, c'est une idée. Voilà, ce sont des propositions que je présenterai donc au prochain conseil d'administration à la fin du mois de juin, avec d'autres propositions en consultation avec les autres fédérations. En tout cas, le Parapluie Flamme, c'est 5500 élèves, 62 petites écoles, y compris quelques futures. C'est un réseau très dynamique qui, en 10 ans, depuis 2013, est passé de 23 structures à 62, dont 58 membres actuellement. Voilà, c'est quand même tout une situation de rayonnement du français au Royaume-Uni très dynamique et très appréciée, je pense, des familles. Merci. Merci, madame. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai aussi, non pas un rêve, mais enfin du moins un espoir qu'un jour, dans le cadre toujours de cette proposition de loi qui désormais a aussi dans son périmètre le développement des instituts régionaux de formation, eh bien, je ne vous cache pas, et ça avait été défendu dans l'hémicycle en son temps, que nous puissions aussi mutualiser les formations un jour de l'enseignement français à l'étranger. Donc, j'espère, j'ai espoir qu'un jour, vous pourrez aussi bénéficier de ces formations, parce que là encore, si nous voulons montrer une vraie cohérence dans le développement de cet enseignement français à l'étranger,
eh bien, je crois qu'il faudra, là encore, montrer que nous sommes capables de mutualiser nos moyens et au service de tous, mais surtout au service des Français, de la francophonie et de la langue française. Exactement. L'Institut régional de formation au Royaume-Uni nous a déjà contactés. Le seul souci, bien sûr, c'est que les formations ont lieu la semaine. Nous avons tous un travail également, en plus de nos fonctions au sein des Flammes. Et le coût de ces formations est exorbitant. On nous a demandé plus de 400 € pour 2 jours en semaine, comme je dis, ce qui n'est pas très pratique. Donc, il va falloir discuter, absolument. Eh ben, mais l'idée est très plaisante. Rôle, madame, tout votre rôle d'experte OCA. Voilà. À discuter et à suivre. Merci François. Merci madame. Merci madame Simpson pour votre intervention. Donc j'en profite pour clarifier, quelqu'un a posé la question, quelle est la différence entre parapluie flamme et flamme. Flamme, c'est le dispositif générique. Et puis après, on a différentes fédérations. Donc la fédération Flamme Monde qui se veut mondiale, et puis des fédérations plus régionales, voire nationales, comme Parapluie Flamme en Grande-Bretagne, et puis Flamme USA aux États-Unis, comme son nom l'indique, et donc qui sont des fédérations structurées, et d'autres qui sont plus des regroupements. Donc Stéphanie Adélaïde nous a parlé du regroupement Espagne, et ça me permet de faire la transition et de passer la parole à Claudie Harari, qui s'occupe du regroupement Israël et qui nous a fait une capsule vidéo qui présente ce que font les différentes flammes en Israël. Peut-être, Madame Harari, juste quelques mots pour présenter votre regroupement Israël, et puis on passe votre petite vidéo qui est très, très agréable à suivre. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons en Israël introduit le dispositif Flamme depuis 2012. Il y a eu environ plus de 10 associations qui ont ouvert leurs portes, ouvert des activités linguistiques et culturelles pour les enfants, en étant très à l'écoute du profil des parents, du profil des enfants. Tous les enfants ne vont pas aller vers une université ou même vers des études en France ou en français, mais le principal pour nous étant que ces enfants-là gardent leur français, gardent la langue maternelle et qu'ils puissent s'en servir dans tous les échanges. Alors pour nous, le programme Flamme est un programme très important parce que c'est un programme de proximité. Il se trouve en général dans les quartiers et devient vraiment un lieu de convivialité où toute la petite communauté francophone se retrouve et ensemble continue à donner à leurs enfants tout ce que l'on pourrait, tout ce que l'on peut apporter avec la culture française et les valeurs de la culture française. Donc, c'est vraiment un programme qui nous est vraiment très, très cher. Et si je puis me permettre, tout à l'heure, Madame Casbonne, et je vous remercie de l'avoir signalé, nous avons quand même un problème. Il y a, en ce qui concerne la création, je dis ça, moi je ne veux surtout pas polémiquer là-dedans, mais simplement pour dire que nous sommes en chute, et nous sommes en chute libre, et ça continuera si nous n'arrivons pas à trouver une solution pour la création d'associations. Il n'y a qu'une seule association qui a été créée, Flamme, en Israël. Toutes les autres associations ont été hébergées par des associations francophones. Et aujourd'hui, cela est très difficile. Et malheureusement, nous perdons petit à petit toute cette population enfantine francophone dont les parents sont très désireux de garder le français auprès de leurs enfants. Mais personnellement, je travaille énormément. J'ai beaucoup de soutien de la part du consulat, aussi bien que de l'Institut français. Le consulat m'a demandé d'envoyer une lettre dans leur infolettre, d'écrire un article. J'ai écrit un article, en 48 heures, j'avais plus de 40 personnes qui m'ont répondu vraiment dans tout le pays pour dire qu'ils voudraient ouvrir et faire quelque chose pour que leurs enfants puissent profiter du dispositif Flamme. Je n'ai pas de réponse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un petit peu décevant de ne pas pouvoir donner de réponse. C'est difficile. Voilà.
Alors, donc, si quelqu'un a une suggestion ou une réponse, je suis prête. Je pense qu'on va veiller à vous accompagner, ne serait-ce que pour obtenir une réponse, parce que, et je témoigne, mais je pense que tous les parlementaires, entre autres sénateurs français d'étrangers, qui sont passés par Israël, qui vous ont rencontré, qui ont pris le temps de venir voir ce que vous faites, madame, vous, comme beaucoup d'autres, dans vos associations, ne peuvent être que à vos côtés pour vous soutenir. Votre travail, et je le redis sans flagornerie, est juste remarquable d'engagement, de bénévolat, de bienveillance. Donc, il paraît mais tellement important aujourd'hui de vous soutenir. Donc, je fais un appel ici à tous ceux qui nous écoutent, mais qui sont aussi au cœur des institutions. Nous ne pouvons pas laisser des situations telles que celle-ci. Et des témoignages, nous pourrions en avoir aussi d'autres. Alors, bien sûr que la plupart des cas trouvent une réponse. Mais quand il y a des exceptions comme celle-ci, alors des exceptions qui peuvent parfois être aussi voilà, à travers le monde, je pense qu'il est important vraiment, pour ne pas décourager les gens, tous ces gens qui s'engagent pour la langue française, pour la francophonie, surtout lorsque nous savons à quel point c'est ce que nous cherchons aujourd'hui à développer dans le cadre du projet de développement du président, mais au-delà aussi de l'engagement tout simplement et de la place de la France et de sa langue française à travers le monde, qu'il est fondamental que nous soutenions de telles initiatives et de telles demandes que vous faites aujourd'hui. Donc, bien sûr, s'il faut, je mobiliserai mes collègues parlementaires pour vous faire entendre, madame, mais nous prendrons le relais, évidemment. Merci beaucoup. Merci, madame Harari. Et donc, on va présenter la capsule vidéo que vous avez préparée. Ça aide pour les arts de l'argile contre les piqûres d'insectes et de la badiane, contre le mal de vent du miel, contre les brûlures. סוגרת את הלב ושוב נופלת והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה שלך לא נאבדת, כל תפילה שלך פותחת איזו דלת, נשמה רוצה להשתחרר בוועדה. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tous les jours dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat est là.
Merci, bravo. Et sans transition, on va passer la vidéo de l'école du samedi à Atlanta et ensuite je demanderai à Marc Mallet qui se présente dans la vidéo de faire un petit complément après, de nous dire, d'échanger un petit peu avec nous, de faire ses remarques. Voilà, donc l'équipe. Comme on fait dans les grandes émissions, on va demander à la régie de renvoyer la vidéo. Moi, j'ai pas d'oreillette. Si la régie peut me dire ce qui se passe. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Bonjour, c'est bon. Je m'appelle Marc Mallet et je suis le fondateur et le directeur de l'école du samedi d'Atlanta. L'école du samedi d'Atlanta a été fondée en 2002 et a été la première école flamme aux États-Unis. Nous offrons maintenant des cours de langue française à plus de 200 élèves. Le premier objectif de notre école est d'offrir des cours de langue française à tous les enfants de familles francophones de la région d'Atlanta. Notre deuxième objectif est de partager l'histoire et la culture de la francophonie avec notre communauté. Et maintenant, je vous invite à rencontrer notre communauté et à découvrir un projet que nous avons créé cette année au travers d'un petit voyage en vidéo. Bonjour, je m'appelle Madame Alexandra et j'enseigne aux maternelles première et deuxième année à l'école du samedi en section native. Bonjour, je m'appelle Christine Wimberly, je suis enseignante à l'école du samedi depuis 2 ans. Bonjour, je m'appelle Olivia. J'étudie le français à l'école du samedi depuis 10 ans et maintenant je peux écrire des lettres à mes cousins en France. N'hésitez pas à vous inscrire. Bonjour, je suis Philippe Mallet, je fais partie du collectif Aux Arts, etc. Je suis également auteur, metteur en scène et comédien. Et cette année, nous avons créé un spectacle sur Jean de La Fontaine. Et nous sommes venus le présenter cette année à Atlanta, à l'école du samedi et à l'Alliance française. Et nous sommes intervenus également dans des classes pour parler de Jean de La Fontaine, faire des fabrications de masques et parler un peu de ces femmes. Très bien, bravo, merci Monsieur Mallet. Vous souhaitez réagir, peut-être commenter des choses qui ont été dites jusqu'à présent ou faire un complément par rapport à votre association Flamme d'Atlanta. Je rappelle à tout le monde qu'on a eu le plaisir de vous voir avec la sénatrice il y a quelques semaines lors de notre déplacement aux États-Unis. Juste quelques mots pour donner un bref historique sur l'école. Effectivement, j'ai fondé l'école en 2002 et à l'époque, il n'y avait pas encore de crédit Flamme. Les crédits Flamme ont été donnés l'année suivante, à partir de 2003. Et j'ai donc bénéficié à ce moment-là des crédits démarrage sur 3 ans.
Dès le départ, je savais que, effectivement, les crédits flammes étaient des crédits de démarrage. Donc, il fallait assurer la pérennité de l'école en imaginant un modèle qui puisse survivre et passer les ans, en sachant bien que le bénévolat peut s'épuiser au bout de 10 ou 15 ans dans beaucoup d'associations. Et ça, c'est une chose que j'ai rencontrée. Donc, ayant déjà une expérience en tant que coordinateur pédagogique dans diverses écoles françaises, l'école bilingue de Berkeley en particulier, j'ai décidé au départ de faire deux voies dans l'école de chemin, un chemin francophone, un chemin non francophone. Et ceci pour justement, on parle beaucoup de diversité, de diversification des niveaux, etc. L'idée étant que pour les enfants qui peut-être ont un parent français et un parent d'une autre nationalité, mais qui ne parlent pas français couramment et ne pourraient pas suivre un cours flamme qui soit un cours de langue française juste le samedi matin, on peut les intégrer dans un autre type de cours, un cours de FLE, et ensuite, au fur et à mesure de leur progrès, les intégrer à nouveau dans les cours flammes. Donc, c'est un modèle qui a bien fonctionné. Il a fonctionné dans le sens où on a pu assurer la fluidité entre les deux sections de notre école, et ça a pu aussi nous permettre financièrement de survivre, dans le sens où il fallait penser au lever de fonds, il faut penser à avoir des salaires conséquents, on voulait engager des professeurs certifiés pour la plupart, chose qu'on a réussi à faire. On a suivi des manuels français, de langue française, dans toutes nos sections du cours préparatoire au cours moyen. Et on a donc essayé de trouver au maximum des professeurs d'école et de toujours avoir au moins un professeur d'école qui puisse aider la formation et le soutien des autres professeurs dans l'école. Cela nous a permis de maintenir au fil des ans un programme qui a pu connaître une certaine popularité dans la communauté française, nos effectifs ont continué à grandir. Bien sûr, on a eu la crise de 2008, on a eu la Covid, mais bien qu'on ait eu des baisses d'effectifs sur un an, ensuite, on a toujours pu repartir, ce qui était un avantage. Si j'avais quelque chose à dire, c'est qu'au niveau des crédits et des subventions qu'on a reçus, on a reçu des crédits et des subventions de démarrage pendant 3 ans. Ensuite, jusqu'en 2006-2007, ensuite, pendant à peu près 5 à 10 ans, on n'a pas reçu de crédit, on n'a pas postulé pour des crédits. Ensuite sont apparus les crédits projets de subvention qui étaient à 50%. Le problème souvent du crédit à 50% de la subvention, c'est que ça suppose de la part de l'association d'avancer 50% du projet de ça. Et parfois, quand l'association a des ressources financières limitées, c'est difficile. Donc, on a aussi bénéficié de staff cette année. Donc, moi, si j'avais un souhait, ce serait que dans l'avenir, on étudie des types de subventions qui ne soient pas seulement les subventions à 50%, mais d'autres subventions à 80 ou 100% au profit des associations individuelles qui déposent des projets. Ensuite, mon deuxième souhait, c'est au sujet de la formation, mais là, je sais déjà que beaucoup de choses ont été mises en place. Et bien sûr, s'il y avait pour le soutien financier aux familles françaises qui viennent s'inscrire à l'école sous forme d'un argent attribué, un pass éducation, ça serait aussi très utile. Parce que, bon, on ne peut pas bien sûr toujours subvenir. On a été obligé d'augmenter nos prix petit à petit de façon à pouvoir survivre au fil du temps. Mais voilà, donc en fait, je suis en un moment de transition, je suis toujours membre du conseil d'administration, mais je vais passer le flambeau à une nouvelle directrice, un nouveau coordinateur pédagogique que nous avons formé. Nous avons fait une période de formation sur 1 an cette année, donc pour assurer cette transition. Et ça a permis aux 2 personnes qui vont
reprendre l'école en charge, de mieux comprendre comment l'école fonctionnait, d'être formé aux divers travaux que nous faisons tous, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement directeur, mais on est aussi comptable, publiciste, ressources légales, etc. L'organigramme de la société est simple, il y a 2 personnes et on met les mêmes 2 noms un peu partout, au hasard, mais on peut choisir, c'est toujours comme ça. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et bon, c'est à peu près les seuls souhaits que j'aurai pour l'avenir, ce que essentiellement on puisse arriver à un moment où on puisse penser à des subventions qui soient un peu plus importantes que les 50%, peut-être des types de projets qui ouvrent un nouveau volet d'action pour l'école, comme par exemple depuis cette année on a un nouveau volet d'action culturelle que l'on fait avec le partenariat avec une association en France. Et je pense que quand on développe quelque chose qui est vraiment, véritablement nouveau à l'école, peut-être qu'on pourra avoir un projet qui est financé différemment. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie à tous et je remercie à tous ceux qui font tout le travail et tout ce qui a été fait pour Flamme, parce que je sais que beaucoup de gens présents ici ont fait un travail absolument énorme pour aider les écoles Flamme dans le monde entier. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Mallet. Et je pense que c'est bien noté les suggestions que vous avez faites. Je pense qu'on va y revenir d'ailleurs un petit peu dans les séquences de questions-réponses, parce que le financement est effectivement quelque chose qui revient de façon récurrente. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Je sais que vous n'arrêtez pas complètement, mais vous passez la main un peu d'un point de vue opérationnel et on vous appelle l'ambassadeur de la langue française à Atlanta. Vous êtes connu sous ce nom-là. Donc, bravo encore. Vous avez un article sur le site web d'ailleurs du consulat général à Atlanta par rapport à tout ce que vous avez fait pour la promotion de la langue. Je vous propose maintenant qu'on regarde la vidéo qui nous a été préparée par les classes du samedi à Washington. Et puis, je passerai la parole après à Rudy Matuchek qui nous parlera un petit peu de ce qu'ils font plus en détail et qui réagira peut-être à tout ce qui a été dit jusqu'à présent.
Bien, merci beaucoup. Bravo pour cette vidéo. Monsieur Matuszek, je vous passe la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Très bien, super. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un grand merci aussi à Madame la sénatrice de nous avoir rendu visite il y a quelques semaines. C'était vraiment un grand plaisir. Et ça a permis de partager un peu tout ce que nous faisons. J'ai rien à ajouter par rapport à tout ce qui s'est dit avant. Je voulais juste renforcer tous les points qui ont été faits par mes collègues côté Flamme. Donc, moi aussi, je fais partie d'un groupe de parents qui a créé l'école Flamme de Washington parce qu'il y avait un besoin immédiat pour les familles, des parents qui étaient parmi les fondateurs, qui finalement a rejoint un besoin plus large de beaucoup de familles françaises de notre région. Ça a été, pour moi personnellement, ça a été un parcours intéressant aussi, étant issu d'une famille franco-européenne, on va dire, ayant passé un tiers de ma vie en France, un tiers aux États-Unis, un tiers dans d'autres pays européens et en Asie. Et donc, j'ai pris quelques notes, parce que je sais, on dépasse peut-être déjà un peu le temps. Et donc, on touche à un sujet vaste. Et on peut, je pense, je sais d'expérience, parfois depuis la métropole, c'est pas très facile de voir tous les défis auxquels sont exposées les familles françaises qui habitent à l'étranger. Moi-même, j'ai 4 enfants. Et donc, pour nous, ça a été extrêmement important, comme pour toutes les familles adhérentes, de maintenir la langue française, la culture française, la perspective française, les repères français, exactement au même titre que les éléments qui viennent de notre pays d'accueil. Donc, c'est un défi complexe et multifactoriel. Donc, finalement, ça fait plaisir. J'ai écouté Madame Henri Werner tout à l'heure avec grand intérêt parce que c'est l'histoire de la flamme qu'elle préside reprend très similaire à notre expérience. Et je voulais juste peut-être apporter quelques points concrets qui peuvent éventuellement s'inscrire dans une réflexion stratégique qui est dans l'intérêt de la France et de tous les Français, y compris les Français de l'étranger, mais aussi des Français de métropole. C'est que, donc, juste très concrètement, si vous mettez à la place d'une famille qui habite à l'étranger, donc vous avez devant vous, en gros, le choix entre 4 dispositifs. Enfin, on va dire 3 ou 4 dispositifs. Donc, il y a évidemment les lycées du monde, donc des institutions excellentes qui jouent leur rôle, mais qui sont limitées par leur portée géographique et par le budget familial, parce que on peut, en tout cas ici aux États-Unis, les frais de scolarité ont flambé. Donc, par exemple, dans mon cas, avec 4 enfants, il faut quand même faire un peu attention et être raisonnable. Et donc, c'est pas toujours accessible financièrement, mais évidemment, c'est pas accessible géographiquement. Après, il y a les écoles du samedi. Donc, aux États-Unis, maintenant, notre flamme USA, je pense, regroupe environ une quinzaine ou 17 établissements. Donc, il y a déjà une certaine couverture géographique. Après, il y a évidemment le CNED, aussi une excellente option dont nous avons parlé un peu avant. Et aussi, dans une certaine mesure, les alliances françaises. Donc les alliances françaises qui ont
qui ont un objectif souvent différent parce qu'ils essayent de promouvoir la langue française auprès des familles plutôt non francophones. Donc, c'est-à-dire les besoins d'une famille française sont très différents, d'où le besoin d'une école du samedi, d'une école flamme, si le lycée n'est pas accessible. Donc, juste pour structurer un peu les pensées, donc, ou l'environnement dans lequel les familles françaises de l'étranger doivent prendre leurs dispositions. Donc, en gros, vous avez 3 axes. Vous avez la portée géographique, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas atteindre le lycée français tous les jours, c'est-à-dire ici aux États-Unis, peut-être si dans une ville, dépendant du trafic, si ça fait plus de 10 miles, en fait, c'est quasiment impossible d'atteindre le lycée tous les jours. Donc, ça fait environ 15 km. Donc, s'il y a des embouteillages, etc., souvent les lycées sont dans des zones, dans des grandes villes où il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, le premier axe, c'est la portée géographique ou la distance géographique. Après, il y a l'âge des enfants. Et troisième axe, c'est circonstances et objectifs familiaux. C'est-à-dire, si vous avez un lycée qui est à proximité, la distance est moins un facteur, le coût est un facteur, mais la volonté de suivre peut-être, ou la nécessité de suivre le programme, le système scolaire local peut être un facteur décisif. Donc, ma suggestion, donc j'aurais plusieurs suggestions, juste pour terminer, c'est éventuellement de clarifier les différences objectives et la différence entre les dispositifs lycée, école du samedi, CNED, Alliance française, parce que pour beaucoup de Français qui habitent à l'étranger, qui sont parents pour la première fois, par exemple, qui n'avaient jamais pensé à toutes ces problématiques et qui les découvrent au fur et à mesure, ce serait très important. Donc, Madame la sénatrice a parlé tout à l'heure d'une clarté du package France et langue française que l'on peut projeter vis-à-vis des ressortissants français et aussi des ressortissants de tous les pays francophones. Donc, une clarification serait des missions très différentes et distinctes. Ce serait très important. C'est pour ça que c'est aussi, je pense, très bonne idée de déposer la marque Flamme, parce que la logique des familles qui sont dans les écoles du samedi et les circonstances de vie sont très, 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 très différentes. Donc, c'est aussi pour souligner le point qu'il n'y a pas de chevauchement et pas de concurrence entre les écoles du samedi et les lycées, même s'ils sont dans la même ville. Donc, par exemple, ici à Washington, il y a le lycée Rochambeau qui est sur place, mais il n'y a aucun chevauchement en termes de la population. Donc, l'école du samedi a ouvert la possibilité de maintenir la langue française et rester connecté à la culture française et à de nouvelles familles. Et donc, il n'y a pas. Donc, c'est très important de garder cette distinction, de ne pas mélanger les choses et d'avoir des lignes très, très claires qu'on peut facilement expliquer aux familles. La deuxième suggestion que j'aurais, que je comprends très bien, de façon succincte, si possible. Ouais, comme ça, on va passer, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Ce n'est pas de votre non, absolument, je comprends bien. Tout à fait. Donc, dernier point. Donc, une suggestion par rapport à l'AFE. Donc, je sais que l'AFE a été focalisé sur le fonctionnement et la promotion des lycées
français dans le monde historiquement pendant très très longtemps. Et donc, il y a le dossier Flamme qui s'ajoute maintenant au portefeuille de l'AFE. Et je pense depuis, avec on va dire, avec l'historique et avec juste la réalité des choses, la vision aussi depuis la métropole, je pense que ce serait très intéressant d'exprimer le budget Flamme en pourcent du budget total de l'AFE, parce que je pense nous porte en tant que Flamme, maintenant, vraiment, ça a été, toutes les Flammes ont été créées basées sur des initiatives privées, personnelles, parce qu'il y avait un vrai besoin. Et nous portons maintenant avec les moyens du bord, comme M. Mallet a expliqué tout à l'heure, ou comme nous tous, on peut en témoigner tous. Je pense que ce serait bien de mettre en relation ce que nous apportons aux Français de l'étranger par rapport au pourcent du budget AFE qui nous est accordé. Voici ma deuxième suggestion. Très bien, merci beaucoup pour ces suggestions. Je vais rebondir dans la première parce qu'il y a un lien avec les questions en fait qui sont posées, parce que donc il y a 2-3 questions que je vais poser à nos intervenants, en particulier du ministère et de l'AEFE. Juste passer la parole à Stéphanie Adélaïde qui doit nous quitter. Donc je pense qu'il veut saluer l'auditoire et qu'on va saluer d'ailleurs en même temps. Stéphanie. Merci beaucoup. Alors, j'ai un problème de micro parce que... Voilà, c'est bon. Je vous remercie pour l'opportunité. Alors, ça fait un petit écho. Ça fait discothèque, c'est pas grave. Ouais. Pas de souci. On éteint l'autre et puis voilà. Voilà. Parfait. Alors, merci beaucoup pour les échanges et pour l'opportunité de pouvoir nous présenter et nous exprimer. Je dois malheureusement vous quitter, donc c'est pour ça que je tenais quand même à vous témoigner ma reconnaissance et j'espère qu'on pourra réitérer des moments comme ça, d'échanges. Ce sont vraiment des temps précieux et très riches. Donc, merci infiniment et je vous souhaite une bonne fin de webinaire. Merci beaucoup Stéphanie, je ne retrouvais plus mon micro, donc je vous propose, j'ai deux principales questions en fait, parce que malheureusement le sujet est passionnant et on doit aborder un petit peu quand même le sujet des labels France Éducation, mais je pense qu'on fera assez vite. Une première question qui est une remarque, mais en même temps une question qu'a faite une de nos auditrices, Magali Reboul, que je trouve très intéressante et qui revient un peu d'ailleurs au projet de déposer une marque qu'a évoqué Lucia. Donc, je lis la délivrance d'un document officiel par l'État français du suivi du cours de Flamme ainsi que la possibilité de passerelles sont des sujets essentiels. La qualité des cours mérite cette reconnaissance. Mes enfants suivent les Flammes à distance en Espagne, avec Flamme Espagne. Plus de familles, notamment binationales, inscriraient leurs enfants dans ce type de cursus si cette reconnaissance officielle existait. À quand la création d'un diplôme spécifique? Donc, c'est un peu la question. Lucia, peut-être si vous avez quelques éléments là-dessus, sur la réflexion sur la marque et peut-être la reconnaissance un peu plus précise des Flammes, parce qu'aujourd'hui, c'est un terme très générique. Certains se disent Flammes parce qu'ils ont reçu une subvention, d'autres se disent Flammes parce qu'ils sont simplement école du samedi et qu'ils font du français langue maternelle. Donc, comment peut-on structurer un peu ça, notamment avec cette idée de marque Flamme? Oui, merci François pour cette question. En fait, je me permets aussi puisque le paysage, en fait, on va dire, de l'enseignement français à l'étranger a été évoqué, et à l'instant d'ailleurs par un responsable d'association, de dire d'une part que le dispositif Flamme, les associations Flamme sont bien incluses dans ce paysage, que nous les avons bien à l'esprit.
toutefois marquer les différences qui existent entre les différents acteurs de l'enseignement français à l'étranger, puisque je voulais insister de nouveau, il y a eu quand même quelques glissements par moment dans les propos entre le dispositif FLAM, qui est un dispositif extrascolaire, et les programmes scolaires qui sont représentés soit dans le système local, on va parler tout à l'heure des labels France Éducation, soit les programmes français, bien sûr, dans les établissements dits homologués, qui sont homologués et qui donc respectent le programme du ministère de l'Éducation nationale français. Ça, c'est un premier point. Après, concernant la marque FLAM, effectivement, nous sommes en train de travailler à cette marque pour à la fois donner de la visibilité. Vous avez les uns et les autres évoqué cette question de l'importance de faire connaître les associations parce que, justement, elles sont très importantes dans le service qu'elles apportent aux familles. Et donc, c'est l'un des objectifs. Et le deuxième objectif, c'est justement de structurer aussi le réseau parce que, en tout cas, pour être FLAM, cela suppose d'obéir à certains critères. Et ce sont des éléments qui ont été évoqués par les uns et par les autres pour pouvoir bénéficier d'un appui FLAM. Il faut rentrer dans le cadre de critères, une association à but non lucratif, dûment constituée, donc dans le respect du droit local ou du droit français, la pratique de la langue française qui doit être le but principal. Ça ne doit pas être une école au sens strict du terme. Voilà, le minimum de 50% d'enfants français, etc. Donc, je voulais juste rappeler ce cadre-là. Et la marque, elle servira aussi à cela et donc à valoriser toutes les pratiques qui existent dans le cadre des associations et qui sont, comme vous l'avez dit, très riches et très utiles. Donc, ce sera une forme de reconnaissance officielle de ce réseau. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si la UFE veut rajouter quelque chose, mais je ne vois pas les collègues. Je pense que les collègues sont toujours là. Je ne suis pas sûr, en fait, parce que c'est vrai qu'on a comment dirais-je, dépassé beaucoup. Ok. Attendez, je vais vérifier. Alors, je pense que malheureusement, ils ont dû nous quitter. Je continue à échanger, mais je pense qu'ils ont dû nous quitter malheureusement vu l'heure tardive. Alors, en tout cas, merci Lucia pour ces éclaircissements. Donc, je comprends un peu qu'en fait la marque, ça sera un peu une sorte de labellisation d'une certaine façon, un peu comme on a une notion de labellisation des établissements France, qui ont ce fameux label France Éducation dont on va parler tout de suite. Il y avait un autre élément, mais qui est assez technique. C'était la problématique de la formation dans les instituts régionaux de formation des personnels qui peuvent intervenir dans les FLAM, et en allant plus loin, le détachement dans des écoles FLAM de personnel de l'éducation nationale. Alors aujourd'hui, on sait il peut y avoir des... Voilà, merci Rosanne, je suis désolé. Aujourd'hui, on a des détachements de personnel de l'éducation nationale dans les établissements partenaires de la UFE pour les classes homologuées, ce qu'on appelle du détachement direct. Et je sais qu'il y a une demande qu'il puisse y avoir des détachements dans des FLAM de personnel du MENJ ou des compléments, comme l'avait évoqué Madame Simpson tout à l'heure, de personnel qui enseigneraient dans un établissement homologué, mais qui pourraient aussi faire une partie de leur service dans une FLAM. Donc, quelles sont les réflexions à ce niveau-là et qu'est-ce qui peut être fait, pas fait, comment ça pourrait évoluer, enfin, voilà. Merci Rosanne.
Alors, oui, je suis désolée, je suis allée juste décaler la prochaine réunion. En fait, les personnels détachés sont des personnels détachés du ministère de l'Éducation nationale. Donc, les personnels détachés sont des personnels enseignants, des personnels de direction que nous avons dans le réseau. Ils le sont effectivement au titre des mises à disposition pour des établissements qui sont homologués, c'est-à-dire qui répondent en fait à des critères, 6 domaines de critères, et ces critères et cette homologation est une homologation qui est donnée en commission interministérielle, mais qui, in fine, est délivrée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça porte sur des programmes, ça porte sur des valeurs et principes, mais ce sont principalement des programmes qui sont au cœur, c'est-à-dire des enseignements. Donc là, effectivement, on n'est pas sur les mêmes, il semble nous ne sommes pas sur les mêmes domaines, de fait. Donc, je ne crois pas qu'en l'état, il n'y a pas de réflexion sur des détachements en tant que tels. Parfait, merci Rosanne pour cette précision. Si oui. Je peux ajouter quelque chose, c'était une proposition non pas d'avoir un personnel détaché uniquement sur une petite école, mais de permettre à ce personnel de venir travailler le samedi matin s'il le désirait, si elle le désirait, pendant ces heures libres. Voilà, que ça pourrait permettre une ouverture de visa, puisque hors Europe, ce n'est plus possible de recruter sans visa. Et les petites écoles n'ont pas le budget pour se permettre de financer un visa. Alors, les enseignants sont détachés et ont obligation à faire que l'ensemble de leur temps d'enseignement se passe en système homologué. Ils n'ont pas le droit, par exemple, d'enseigner sur des niveaux, même dans un établissement homologué, dans des niveaux qui ne seraient pas homologués. Je pense par exemple à un établissement dont le collège serait homologué, mais pas le lycée. Le personnel détaché enseignera sur le niveau collège et non pas lycée. Ensuite, donc il fera tout c'est pas son détachement là ce que vous évoquez à la rigueur, c'est un cumul, c'est-à-dire le fait qu'il demande effectivement un cumul pour avoir exercé des heures sur d'autres structures. Mais ça n'entrera pas dans le champ, effectivement, du détachement. Merci beaucoup, Rosanne, pour ces précisions. Je tiens à vous remercier tous les participants, tous les représentants de fédérations, d'associations flammes qui avaient témoigné de ce que vous faites les uns et les autres. Je pense que ça vu la durée, ça a intéressé beaucoup de monde. Je vous propose